Donc le thème de la conférence d'aujourd'hui, c'est « Qu'est-ce qu'une bonne thèse ?» Question qu'on se pose lors de la soutenance de la thèse, question qu'on se pose également lors de la qualification de la thèse par le Conseil national des universités, question qu'on est obligé de se poser lors du recrutement d'un futur enseignant-chercheur et question qu'on se pose également pour attribuer un prix de thèse. Alors d'emblée, je voudrais vous dire quelque chose de très important, c'est que pour qu'on considère que vous fassiez une bonne thèse, il ne suffit pas de faire une bonne thèse. J'entends par là que bien sûr que le prérequis minimum, c'est de faire une thèse de qualité qui corresponde au canon de votre discipline et au canon du champ dans lequel vous inscrivez, que ce soit le droit privé, que ce soit le droit public, que ce soit l'histoire du droit, et plus largement que ce soit les sciences de gestion ou l'économie. Donc la question n'est pas de savoir si vous devez faire une thèse de qualité. Ça, bien sûr que vous devez faire une thèse de qualité, c'est un prérequis. Donc ce n'est pas de cela dont je vais vous parler. Ce dont je vais vous parler, c'est pourquoi certaines thèses de qualité, malgré tout, peuvent ne pas être considérées comme des bonnes thèses, alors que sur le fond, ce sont des thèses de qualité. Et malheureusement, je vous assure qu'il y a de très nombreux exemples de cette situation. Donc, j'aimerais me concentrer sur un point qu'on aborde très rarement, c'est la bonne présentation de votre thèse. C'est-à-dire comment mettre en valeur votre thèse. Donc oui, vous avez fait une bonne thèse, mais comment expliquer et montrer que votre thèse mérite d'être lue. Donc l'objectif des conseils que je vais vous donner aujourd'hui, et qui sont tirés de mon expérience en tant que, bien entendu, jury dans les soutenances de thèse, mais également en tant que membre des commissions de recrutement, où inévitablement vous lisez une très très grande quantité de thèses, puisqu'en fait il y a en moyenne 50 à 60 demandes pour un seul poste. Donc forcément beaucoup de candidats envoient la thèse, et on est obligé de sélectionner ceux qu'on va retenir pour l'audition, donc on est obligé de parcourir toutes les thèses. Alors on ne les lit pas intégralement justement, elles ne sont pas lues de manière intégrale. Je parle pour la deuxième étape, je ne parle pas pour la qualification CNU, mais pour le recrutement. Mais on en fait quand même une lecture pour se donner en fait une idée de la thèse, savoir si elle correspond au profil du poste. Donc on recherche un certain nombre d'informations dedans. Donc l'objectif des conseils que je vais vous donner aujourd'hui, c'est d'éliminer au maximum l'aléa inévitable qui peut exister dans l'appréciation de vos travaux de recherche. Vous serez évalué par des êtres humains, vous êtes vous-même des êtres humains, et parfois, comme vous le savez, on a certains présupposés, on a un certain état d'esprit, et ce n'est pas vrai en fait qu'on est toujours purement en fait objectif. Mais le but, c'est d'éliminer la part de subjectivité dans l'appréciation pour que votre thèse ne soit pas écartée parce qu'elle serait une mauvaise thèse, mais pour de mauvaises raisons, c'est-à-dire pour des raisons qui tiendraient purement objectivement à la présentation de votre propos, à la manière de mettre en valeur, si vous voulez, votre thèse. Alors, revenons sur les 4 moments. La soutenance, qu'est-ce que c'est une bonne thèse dans la soutenance? C'est une thèse que vous allez présenter et soutenir auprès d'un public de spécialistes du sujet. Donc là, l'appréciation, elle va être très particulière parce qu'on va se centrer souvent sur des points de détail. Des points de détail du champ dans lequel vous vous inscrivez. Donc par exemple une thèse qui serait en droit pénal, et en droit pénal une thèse qui serait spécialement sur la question par exemple de l'intention en droit pénal, et encore plus spécialement par exemple sur la preuve de cette intention dans le domaine du droit pénal. Donc quelque chose d'extrêmement précis et peut-être limité à certains types d'infractions. Donc là vous allez vraiment avoir des spécialistes du sujet. Mais quand vous présentez votre thèse à la qualification au Conseil national des universités, là, votre public il va s'élargir, parce que vous aurez des personnes qui vont vous lire, mais qui ne seront pas forcément des spécialistes de votre sujet, ce seront des spécialistes de votre discipline. Alors, par exemple, si vous faites une thèse en droit commercial, si vous faites une thèse en droit administratif, mais ils ne seront pas spécialistes de votre sujet en particulier. Donc, il faut que dans la présentation de la thèse, vous puissiez déjà penser à vous adresser à un public qui soit plus élargi que le public de votre sujet. Une fois que vous allez être qualifié, vous allez envoyer votre thèse au comité de recrutement. Et là, vous allez avoir encore un autre public. Parce que les personnes qui vont vous lire ne sont
peut-être pas, ou qui vont vous poser des questions lors du recrutement, ne sont peut-être pas des personnes même qui sont dans le champ de votre discipline. Vous pouvez avoir, même exceptionnellement, des personnes qui font du droit public dans des jurys de droit privé, selon en fait le profil du poste, ça peut arriver, ou inversement. Et par exemple, vous avez peut-être fait une thèse en droit pénal, alors même si le comité est construit en fonction du profil du poste, il faut savoir que, voilà, dedans, vous pouvez avoir également des civilistes. Si vous faites du droit commercial, il y a également des civilistes. Moi-même, j'ai été amené en fait à siéger dans des comités de recrutement de droit des affaires. Alors, je n'ai pas un profil dans ma recherche de droit des affaires, mais parce qu'en fait, il y a aussi des questions de droit civil, il y a des aspects de droit civil. Donc, dans le profil du poste, il y a plusieurs éléments. Et donc, vous pouvez avoir un jury qui va vous apprécier avec une vision et un spectre large. Donc, dans le recrutement, vous devez vous faire comprendre par n'importe quel juriste de votre discipline. Donc, le droit privé, le droit public ou l'histoire du droit. Et enfin, pour le prix de thèse, souvent on présente sa thèse pour un prix de thèse, il faut que vous soyez capable de convaincre, par la présentation de votre thèse sur papier, de l'apport original et essentiel de votre recherche. Donc, qu'est-ce que c'est qu'il faut retenir? Ce qu'il faut retenir, c'est que, quel que soit le public auquel vous faites face, il faut privilégier au maximum la capacité à faire comprendre ce que vous apportez dans la thèse. Et ce que j'aimerais vous donner comme conseil dès à présent, c'est quels sont les éléments qu'un lecteur recherche. C'est-à-dire que je vais vous expliquer, quand je prends une thèse, ce que je cherche dans la thèse. C'est-à-dire qu'est-ce que je cherche en premier, comment je lis une thèse. Et vous allez vous apercevoir que la façon dont vous allez être lu détermine la façon dont vous allez présenter votre thèse. Donc j'ai une série de 6 éléments à vous donner, 3 sur le fond et 3 sur la forme. Je passerai beaucoup plus de temps sur les éléments de fond qui sont plus importants. Les éléments de forme, je les ai aussi déjà traités dans d'autres conférences, donc je vais moins les approfondir. Et à ces 6 éléments vont correspondre 7 conseils. Il y a un élément où je mettrai 2 conseils au lieu d'un. Donc vous avez à peu près un conseil par élément. Et sur un des éléments, il y aura 2 conseils. Donc 6 éléments, 3 de fond, 3 de forme et 7 conseils qui correspondent grosso modo à chacun des éléments. Donc vous avez compris, le plan que je vais suivre, c'est premièrement le fond et deuxièmement la forme de manière très classique. Alors pourquoi je ne commence pas par la forme? Eh bien parce que la première question qu'on se pose lorsque on lit une thèse, c'est où est la thèse? C'est-à-dire, non pas où est la thèse matériellement, puisque par hypothèse, on a soit l'exemplaire imprimé avec soi, soit le fichier numérique à l'écran, mais dans le document qui nous est soumis, que soutient le candidat? Donc le premier élément qu'on recherche, c'est la thèse en elle-même. D'ailleurs, c'est de là que vient le nom de thèse, hein, puisque vous savez que le nom officiel, c'est doctorat, puisque c'est le grade de docteur, mais vous devez soutenir une thèse. C'est comme ça, en fait, d'ailleurs, historiquement, depuis le Moyen-Âge, en fait, on soutenait une thèse dans une disputation avec le jury, donc dans une dialectique et dans une contradiction. Donc, où est la thèse? Donc, la première chose, en fait, qu'on recherche, c'est que soutient le candidat, autrement dit, quel est son apport? Parce qu'en fait, une thèse doit avoir un apport. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si vous ne mettez pas bien en avant cet apport-là, vous allez vous exposer à frustrer votre lecteur. Donc très récemment, il y a de cela, je pense, à peu près un mois et demi, j'ai lu une thèse volumineuse qui manifestement était une thèse dans laquelle la candidate avait engagé beaucoup de travail. Ça se voyait, il y avait énormément de références, c'était bien écrit, on voyait en fait que c'était bien travaillé, le plan était solide, etc. Seulement, j'ai lu l'introduction, je n'ai pas compris quelle thèse elle soutenait exactement. Alors déjà, je me suis dit, bon peut-être elle ne l'a pas mis dans l'introduction, mais en fait, c'était gênant. Donc, je suis allé tout de suite à la conclusion. D'ailleurs, en général, moi, je commence par la conclusion. Parce que je veux savoir ce que soutient le candidat. Donc, je lis la conclusion et je ne comprends toujours pas ce qu'elle soutient. Alors, je retourne la thèse et je lis, en fait, le 4e de couverture. Sauf que dans le 4e de couverture, ça n'y était pas non plus. Donc, est-ce que vous comprenez déjà le problème et le désarroi? Je me trouve face à une thèse où je vois qu'il y a du travail, je vois que c'est une thèse réfléchie, je lis l'intro, je ne sais pas ce qu'elle soutient, je lis la conclusion, je ne sais pas ce qu'elle soutient, je lis le 4e de couverture, je ne sais pas ce qu'elle soutient. Donc, je me suis dit, il faut que je lise
la première chose que je recherchais, j'ai fait des recherches dans la table des matières et j'ai fait des sondages pour essayer de comprendre à travers certains développements de la thèse, certaines sections, certains paragraphes, la thèse qu'elle soutenait exactement. Et donc avec mes lectures et en lisant les chapeaux, j'ai essayé de reconstituer la thèse parce que je ne pouvais pas commencer la lecture de la thèse. Enfin, j'avais quand même déjà lu l'introduction, la conclusion et plusieurs développements, mais je ne pouvais pas lire la thèse en intégralité sans comprendre quel était l'objectif de la thèse. Donc, le premier conseil que je peux vous donner, conseil numéro 1, c'est d'indiquer de façon claire et lisible l'apport de la thèse, au moins dans la conclusion de la thèse, au moins, et à mon avis aussi dans le résumé de la thèse, c'est-à-dire dans le 4e de couverture, ce qu'on appelle le 4e de couverture, donc l'envers de la thèse, hein, la dernière page. Voire, moi je vous dirais même, voire de le mettre dans l'introduction, alors non pas sous forme d'affirmation, mais au moins sous forme de question, ou sous forme d'hypothèse en disant, ben voilà, l'hypothèse de recherche est la suivante, et donc en conséquence, on va essayer de démontrer telle proposition. Alors, pour pas que ça reste abstrait, je vais vous prendre 3 exemples. Ces 3 exemples, je vais les approfondir au fur et à mesure dans chacun des conseils. Donc ces 3 exemples que je vais développer tout au long des autres conseils et des autres éléments. J'ai essayé de prendre des exemples de thèses qui ont à peu près chacune 20 ans d'intervalle, pour vous montrer que ça s'applique autant à des thèses anciennes qu'à des thèses extrêmement récentes. Donc je vous prends 3 exemples. C'est que des exemples qui sont en droit privé, puisque c'est ma discipline, donc c'est ce que je maîtrise le mieux. Donc je n'ai pas voulu m'aventurer en fait dans d'autres matières. Le premier exemple d'un apport de thèse, donc ça va me permettre de vous donner également 3 exemples de l'apport en fait d'une thèse. Premier exemple de l'apport d'une thèse, une proposition pour résoudre un problème difficile. Première manière d'avoir un apport dans la thèse, une proposition pour résoudre un problème difficile. Exemple que je peux vous prendre, la thèse de Christian Mouly, qui a été publiée en 1979, c'est une thèse sur le cautionnement, plus exactement sur les causes d'extinction du cautionnement, et il a proposé de faire une distinction entre l'obligation de couverture et l'obligation de règlement. C'était sa thèse. Donc vous comprenez bien que le titre de sa thèse sont les causes d'extinction du cautionnement, ça c'est son sujet, mais son sujet n'est pas sa thèse. Sa thèse, c'est la distinction entre l'obligation de couverture et l'obligation de règlement. Deuxième exemple d'apport possible d'une recherche, un problème qui est mieux posé. Donc là, j'essaie de me projeter à peu près 20 ans après. Je prends un autre exemple, puisque la thèse de Christian Mouly elle a été publiée en 1979, mais il l'a soutenue en 1977. Donc, du coup, ça me permet 20 ans plus tard de vous prendre l'exemple d'une thèse qui a été publiée en 1997. C'est la thèse d'Éric Savot, qui est professeur de droit privé, et qui a fait sa thèse sur la théorie générale du contrat, mythe ou réalité. Et donc, sa thèse était qu'il fallait distinguer le droit commun du contrat de la théorie générale du contrat. C'est ce qu'il soutenait. En expliquant que confondre les deux empêchait de comprendre exactement, correctement, la part de l'œuvre doctrinale dans le droit des contrats. Donc pour mieux comprendre la part de l'œuvre doctrinale, il fallait distinguer la question du droit commun et la question de la théorie générale du contrat. Troisième exemple, qui est troisième possibilité d'un apport pour la thèse, c'est de traiter un nouveau problème, c'est-à-dire un problème qui n'a jamais été traité. Alors là, cette fois, je prends un exemple d'un de mes propres élèves, mais qui a été recruté à Aix-Marseille Université comme maître de conférence, c'est Alexandre Ferracci. Il a fait sa thèse sur les combinaisons de droit réel, donc elle a été publiée en 2020 au Defrénois. Donc c'est un sujet que j'avais proposé de traiter. La thèse qu'il soutient, c'est qu'il y a différentes formes de combinaisons de droit réel, et l'intérêt de l'apport de cette thèse, c'est que la question n'a jamais été traitée. Donc la question de la combinaison des droits réels n'a jamais été traitée. Donc c'est la première fois qu'une thèse analysait de manière systématique la question de la combinaison des droits réels. Donc finalement, à quelle question vous devez répondre? Parce qu'en fait c'est ça le problème. À quelle question vous devez répondre par rapport au lecteur, j'entends. Je ne parle pas là du fond de votre thèse. La question à laquelle vous devez répondre, c'est que change la thèse?
qu'est-ce qui se passe depuis que la thèse a été écrite? Qu'est-ce que ça change dans la discipline, dans le champ de l'analyse? Alors, pour répondre à cette question, j'ai inventé pour cette conférence un test terrible que vous pourrez reproduire chez vous sans danger, et même à la faculté. C'est le test de l'ascenseur. Je pense que vous n'en avez jamais entendu parler. Le test de l'ascenseur consiste à être capable d'expliquer sa thèse le temps d'un voyage dans l'ascenseur. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, au bâtiment central de la faculté de droit, il y a un ascenseur que vous empruntez en tant que doctorant ou que chargé de TD. Et des fois, dans l'ascenseur, vous vous retrouvez avec un professeur qui vous demande qui vous êtes. Vous allez dire, ben voilà, je suis doctorant en tel centre de recherche. Et ensuite, quelle est la prochaine question en général qui vous pose? Mais sur quoi est-ce que vous travaillez? Ah, je fais une thèse sur... Ah bon, d'accord. Et là, il vous reste 20 secondes pour expliquer ce que vous apportez, pourquoi c'est intéressant, et pourquoi il a peut-être un intérêt à suivre le développement de vos travaux. Donc, est-ce que vous êtes capable d'expliquer votre thèse le temps d'un voyage de 3 étages dans un ascenseur? Alors, bien sûr qu'on ne peut pas le faire au début de la thèse. On ne peut pas le faire au début de la thèse. Mais là, je vous parle de la finalisation de votre thèse. Bien d'accord. Mais même si vous ne pouvez pas le faire au début de la thèse, c'est bien aussi de s'exercer à essayer de le faire parce que ça vous permet de clarifier vos propres idées. Parce que même aujourd'hui, vous avez tous commencé votre thèse, donc même si vous n'avez pas vos propositions finales, même si vous n'avez pas déjà, bien entendu, construit le résumé de votre thèse, est-ce que vous êtes capable d'expliquer où vous en êtes aujourd'hui dans un ascenseur? Enfin, j'ai dit un ascenseur parce qu'il y a l'ascenseur, mais ça pourrait être à n'importe quelle autre occasion. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes capable d'expliquer votre thèse en 20 secondes? Alors, je vous donne, à partir des 3 exemples, comment expliquer la thèse en 20 secondes. Donc, par exemple, la thèse de Christian Mouly. La thèse porte sur l'extinction du cautionnement, qui fait cesser l'obligation de couverture, c'est-à-dire celle qui ne se transmet pas aux héritiers, tandis que le cautionnement laisse persister l'obligation de règlement, et dans ce cas-là, ce sont les héritiers qui doivent supporter les dettes. C'est l'apport de la thèse. Bon, je pense que ça fait moins de 20 secondes. Mais au moins, directement, la personne, en fait, comprend ce que vous apportez. Deuxième exemple, la thèse d'Éric Savot. Qu'apporte la thèse? Elle démontre que la théorie générale du droit des contrats, c'est une œuvre de la science du droit, alors que le droit commun, c'est le regroupement des règles positives applicables à toutes les conventions. Ainsi, par exemple, l'autonomie de la volonté n'est pas de droit positif, mais elle appartient à l'ordre de la théorie. Ça permet de faire la différence entre les concepts de droit positif et les concepts qui appartiennent à une œuvre doctrinale propre. Troisième exemple, la thèse d'Alexandre Ferracci sur les combinaisons de droit réel. La thèse porte sur la question de la combinaison des droits réels qui peuvent soit se combiner de manière hiérarchique, par exemple l'usufruit va primer l'indivision lorsque on a une concurrence entre les deux, ou alors, deuxième possibilité, peuvent se juxtaposer, et par exemple, les servitudes peuvent exister en copropriété entre les parties privatives, et l'intérêt de cette classification, c'est de régler les conflits de pouvoir sur une même chose, alors qu'on a des titulaires de droits distincts. L'avantage d'être capable en fait de présenter votre thèse de cette façon, c'est pas simplement de présenter, vous l'avez bien compris, votre thèse dans un ascenseur. Ça c'est juste un test, c'est pour frapper en fait votre imagination et votre esprit. Mais comprenez bien que quand on va se saisir de votre thèse, la première chose qu'on recherche, c'est ce type d'information. Donc d'où le conseil que je vous ai dit de le mettre soit dans la conclusion, soit dans le résumé. Et je pense moi-même dans les deux, et je dirais presque aussi dans l'introduction sous forme d'hypothèse. Alors, l'antithèse, ou l'anti-conseil, en quelque sorte, c'est-à-dire ce qu'il ne faut pas faire, si vous préférez, c'est deux choses en fait. Là, vous apercevez qu'il y a deux choses à ne pas faire dans votre thèse. La première chose, qui sont en relation avec ce premier conseil, la première chose, c'est de faire un catalogue érudit. C'est-à-dire que vous allez tout mettre, il y aura tout dans votre thèse, vous aurez tout vu,
bibliographie complète, vous avez tout lu. Donc il y a tout, mais on ne comprend rien, parce qu'il n'y a pas de proposition. Qu'est-ce que vous soutenez exactement? Donc, une thèse qui serait un catalogue érudit n'aurait pas d'apport. Deuxième antithèse, en quelque sorte, c'est la synthèse pure. Donc une fois de plus, tout y est, de manière condensée, mais on n'a rien changé. Donc il y a absolument toutes les références, vous avez cité tous les auteurs, vous avez vu tous les arrêts, vous avez vu tous les problèmes, mais après vous, rien ne change. Donc, dans ce cas-là, pareillement, là, il y a un problème parce que vous n'avez pas de thèse. Vous avez fait un travail de recherche, mais ce travail de recherche ne s'est pas exprimé dans une thèse, c'est-à-dire une proposition que vous soutenez. Autrement dit, vous l'avez compris, un apport. Donc, quel est votre apport? Que change la thèse? Si, à cette première question, on est incapable de répondre, pour moi, vous frustrez votre lecteur. Qu'est-ce que ça change? Donc, premier élément, une thèse, c'est un apport. Premier conseil, l'indiquer de manière claire et lisible dans la conclusion, dans le résumé, voire sous forme d'hypothèse dans l'introduction. Deuxième élément en fait qu'on recherche, une fois qu'on a compris quelle était la thèse, la deuxième chose que le lecteur en général recherche, du moins moi c'est ce que je recherche, c'est quel est l'enjeu pratique de la thèse, ou l'enjeu théorique de la thèse. Parce que le droit n'est pas de la philosophie. En philosophie, on peut se permettre de traiter des questions pour leur seul intérêt spéculatif. De rechercher une définition simplement pour le seul intérêt de trouver une définition, même s'il n'y a pas d'enjeu immédiat. Mais le droit n'est pas la philosophie, c'est-à-dire que le droit, il s'ancre dans des problèmes pratiques, il s'ancre dans des enjeux pratiques. Il s'ancre dans des questions contentieuses, donc de la jurisprudence. Et puis, s'il n'y a pas de jurisprudence, il faut que votre analyse théorique, elle ait un impact pratique. Par exemple, je prends la thèse d'Alexandre Ferracci que j'ai dirigée, et il y a tout un chapitre sur l'usufruit d'usufruit. C'est-à-dire, est-ce qu'un usufruit peut porter sur un usufruit? Alors on pourrait dire, ça n'a pas d'intérêt, ça n'a jamais été traité en jurisprudence. Donc pourquoi se poser la question? Ah ben oui, ben on se pose la question parce qu'il y a un enjeu fiscal. Parce que est-ce que vous taxez l'usufruit d'usufruit au barème de l'usufruit ou au barème du droit commun? Ben, tout dépend de la manière dont vous analysez civilement l'opération. Donc la question n'est pas que théorique. Elle comporte un enjeu pratique. Et ce n'est pas parce que cet enjeu n'a jamais été porté devant les tribunaux qu'il n'existe pas. Donc, un des génies de la recherche, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire le génie, c'est l'invention. Donc, ce que vous devez trouver et inventer dans la recherche, ce sont aussi les enjeux pratiques de vos propositions théoriques. Alors, reprenons, si vous le voulez bien, les trois exemples qui vont nous servir de fil directeur. Donc, la thèse de Christian Mouly, la thèse d'Éric Szabó et la thèse d'Alexandre Ferracci. La thèse de Christian Mouly, quel est l'enjeu pratique? Ben, c'est la transmission du cautionnement aux héritiers. C'est-à-dire que, est-ce que les héritiers vont devoir supporter, oui ou non, les dettes qui sont nées du cautionnement? À l'époque où il a rédigé sa thèse, la jurisprudence n'avait pas tranché clairement la question. Et d'ailleurs, sa thèse a été consacrée quelques années plus tard par un arrêt qui a strictement repris la solution qu'il avait proposée. Il a eu une véritable, du coup, influence jusque devant la Cour de cassation. L'autre exemple, la thèse d'Éric Szabó, j'ai volontairement pris une thèse qui avait une grande dimension théorique, parce que vous dire, mais dans la thèse d'Éric Szabó, dans ce cas-là, il n'y a pas véritablement d'enjeu pratique immédiat, puisqu'en fait, c'est une thèse sur la doctrine, la théorie générale du contrat, oui, mais c'est une thèse qui a un enjeu pratique sur l'activité doctrinale. Donc c'est une thèse dont l'enjeu, c'est de comprendre l'activité doctrinale, donc de séparer le droit technique des explications théoriques. Donc de ne pas confondre l'argumentation technique en droit avec une argumentation qui vise à fonder certaines institutions juridiques, comme par exemple le contrat. Donc à dissocier dans l'activité doctrinale ce qui relève d'un prolongement de la réflexion pratique et ce qui relève de la construction d'une théorie autonome qui soutient les solutions pratiques. Mais donc il y a une portée plus spéculative, beaucoup plus abstraite et théorique.
Donc vous voyez que là, même l'enjeu pratique, il existe. Alors ça, pas dans la jurisprudence, mais l'enjeu pratique, il existe dans la pratique doctrinale elle-même. Donc il est bien là. Et donc le troisième exemple, sur les combinaisons de droit réel, quel est l'enjeu de la thèse? Eh bien, c'est de classer et de rationaliser les formes de combinaisons pour pouvoir mieux les traiter dans le contentieux. C'est-à-dire, par exemple, de différencier l'indivision en nue-propriété de l'indivision en usufruit, donc les indivisions complexes, de traiter le cas de l'usufruit d'usufruit, ou celui qui existe dans la jurisprudence mais dont personne ne traite, de l'indivision d'indivision. Et oui, ça existe. Ou de distinguer toutes ces figures des démembrements juxtaposés. Par exemple, en copropriété, l'exemple que je prenais, on peut avoir des servitudes entre les parties privatives, mais pas sur les parties communes. Ou alors, sur un même bien, on peut avoir plusieurs droits réels qui peuvent non pas être dans une relation de maître à esclave, en quelque sorte, donc de hiérarchie, mais simplement se juxtaposer. Et donc, dans ce cas-là, il faut bien distinguer les objets de chaque droit pour traiter les conflits de pouvoir. Donc, l'enjeu pratique, il est là. Donc, classer les combinaisons pour leur appliquer des principes de solution différents. Donc, à partir de cela, qu'est-ce que ce serait l'antithèse de cet élément? Donc, ce qu'il ne faut pas faire. Eh bien, l'antithèse, ce serait de faire une théorie, passez-moi l'expression, hors sol. C'est-à-dire la théorie qui plane, dans le vrai sens du terme, mais qui n'atterrit jamais. L'avion qui n'atterrit jamais. C'est-à-dire que vous posez des questions dans la thèse, et ça, je peux vous dire aussi, c'est absolument pas. Je ne veux pas citer de nom, mais j'ai lu une thèse. Alors c'était l'année dernière, à la fin de l'année. J'ai lu une thèse en droit des contrats qu'on m'a soumise en fait pour analyse. Il y avait toutes les questions en théorie, mais elles n'étaient jamais reliées à de la matière pratique. Donc j'ai dit très bien. Le candidat pose toutes les questions, mais où est l'enjeu? Où sont les conséquences? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Donc vous voyez qu'il faut certes une thèse, je soutiens que, mais il faut que cette thèse elle ait des conséquences sur la pratique, soit de l'activité doctrinale, soit de l'activité jurisprudentielle. Donc il faut que ça change quelque chose dans l'analyse. Si ça ne change rien, et dans ce cas-là, votre thèse n'a pas d'effet. Et si elle n'a pas d'effet, on ne peut pas dire qu'il y ait un enjeu à soutenir une proposition plutôt qu'une autre. Donc mon deuxième conseil, le conseil numéro 2, ce serait d'indiquer une fois de plus de façon claire et lisible les enjeux soit pratiques, soit théoriques, soit les deux, dans l'introduction et dans le résumé. Donc avoir la proposition de thèse, mais aussi les enjeux pratiques et théoriques. Donc les indiquer dans le résumé parce que c'est normalement la première chose que l'on va lire. Et dans l'introduction parce que normalement aussi c'est la première chose que l'on va lire. Même si moi de plus en plus j'ai toujours tendance à commencer par la conclusion. Mais maintenant vous avez compris pourquoi je commence par la conclusion. C'est pas parce que j'ai un esprit de contradiction. C'est parce que très souvent dans la conclusion, il y a la thèse du candidat. Et moi c'est ce que je cherche en premier. Qu'est-ce qu'il soutient ? Donc je vous avais annoncé 3 éléments sur le fond. Premier élément, une thèse, c'est un apport. Deuxième élément, il faut un enjeu pratique. Et troisième élément, il faut une base d'exemple ou de cas. Donc la thèse doit être bien documentée, c'est-à-dire bien documentée du point de vue des références des auteurs, mais aussi bien documentée sur les références jurisprudentielles. La thèse, elle doit également être à jour. C'est-à-dire qu'il faut que vos références jurisprudentielles, vous les enrichissez par la lecture hebdomadaire des grandes revues juridiques. Je pense notamment au Recueil d'Alloz et bien entendu à la Semaine juridique, le JCP. Au moins ces deux-là, qui sont des revues généralistes et qui vous permettent de savoir ce qui se passe à peu près dans toutes les branches du droit. Très important. Mais surtout, et ça c'est un point essentiel, il ne suffit pas qu'il y ait toutes les références, il ne suffit pas qu'il y ait toute la jurisprudence, il faut encore qu'elle soit bien traitée, que ces références elles soient bien traitées ou que cette jurisprudence elle soit bien traitée. C'est-à-dire
que ce qui est essentiel dans votre travail de recherche, et qui très souvent est négligé, c'est le lien que vous faites entre votre proposition théorique et les exemples et les cas. C'est-à-dire comment vous reliez ce que vous soutenez, c'est-à-dire votre apport, aux exemples et aux cas qui correspondent au champ de votre recherche. Donc vous comprenez que très souvent la thèse n'est pas un problème de contenu, ce n'est pas souvent un problème de trouver une nouvelle définition. On pense qu'inventer un concept, c'est inventer une nouvelle définition. Oui, ça arrive, mais c'est rare. Mais souvent la thèse, elle résulte d'une bonne combinaison des définitions déjà existantes. Donc le problème, ce n'est pas de trouver une nouvelle espèce de fleur que personne n'aurait jamais trouvée. C'est de composer un beau bouquet. Ou si vous préférez en fait une métaphore culinaire. Le problème n'est pas de trouver en fait un ingrédient auquel personne n'aurait jamais pensé. Alors certes, ce serait très exotique. J'imagine en fait la réaction qu'on a dû avoir en Occident la première fois qu'on a découvert le gingembre. Bon. Mais une fois l'effet de surprise passé, et tant mieux si vous découvrez l'équivalent du gingembre pour votre thèse, ça amène certainement du piquant. Mais une fois que l'ingrédient est connu, c'est comment est-ce qu'on le cuisine, si vous me permettez la métaphore. Comment vous liez les éléments entre eux? Parce que même si vous jetez tous les éléments en fait dans un bocal, dans un bol, ça vous fera pas un plat, même pas une salade. Il faudra quand même un lien entre tout. Donc, où est la vinaigrette? Et c'est là que vous comprenez que c'est là l'apport de votre thèse. Comment vous liez l'aspect théorique à l'aspect pratique? Donc, qu'est-ce que c'est l'antithèse de cet élément? Ce qu'il ne faut pas faire. C'est répondre à la tentation encyclopédique. C'est-à-dire qu'une fois de plus, c'est la même chose que le catalogue érudit. On a tout vu, mais on n'a rien approfondi. Il y a tout le monde est là, mais finalement, on n'en sait pas plus. Alors, du coup, quel conseil vous donner pour éviter de ne rien approfondir, sachant que vous allez dire, mais si j'approfondis tout, ma thèse, elle va faire 1200 pages. Puisque j'ai des tas d'arrêts qui sont intéressants, des tas de jurisprudences qui sont intéressantes, alors pourquoi plutôt celui-ci que celui-là, etc. etc. Bon. Alors, le conseil numéro 3 que je peux vous donner, et donc ça, c'est cet élément où il va y avoir le double conseil. Le conseil numéro 3 que je peux vous donner, c'est de procéder de manière stratifiée, donc par couche. C'est-à-dire que d'abord, vous devez choisir un cas particulièrement illustratif de votre problème et vous le traitez de manière approfondie. Et vous exposez bien le lien entre le problème général de votre thèse et le cas que vous visez en particulier. Ce qui peut nécessiter plusieurs pages de développement. Et une fois que vous avez administré la démonstration pour un cas, vous allez l'appliquer par capillarité, par connexité, à d'autres cas semblables, mais de manière beaucoup plus rapide. Donc vous allez reproduire la démonstration en montrant que ça s'applique également au cas numéro 2, au cas numéro 3, au cas numéro 4, et dans ce cas-là, vous allez tout condenser, une série par exemple de 3 ou 4 cas, vous allez les condenser que sur une seule page. Donc on aura compris la manière dont vous raisonnez sur un cas de manière approfondie, et vous allez l'étendre en fait à d'autres cas similaires pour montrer que vous ne les avez pas oubliés, que ça marche aussi dans les autres cas. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais comment je fais pour choisir le bon cas? Ben ça c'est très difficile, bien sûr, je vous le conseille, mais ça il faut en parler avec votre directeur de thèse. C'est lui qui est le spécialiste du sujet, c'est lui qui va vous dire, ben, il faudrait peut-être plutôt développer tel exemple plutôt que tel là, plutôt que celui-ci, au regard des exigences de votre discipline, de l'actualité, de la pertinence théorique, de la pertinence pratique. Donc tout ça, ça se décide avec votre directeur de thèse. Alors bien sûr, il faut lui faire des propositions, mais il sert aussi à ça, à diriger votre thèse. C'est pour ça qu'il porte le nom de directeur de thèse. Le quatrième conseil, donc qui est toujours lié en fait à la base d'exemples ou de cas, vous avez compris que si les exemples et les cas sont fondamentaux dans votre analyse, il faut absolument faire une veille bibliographique. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Très souvent on la néglige, moi-même dans ma propre thèse je l'ai négligée, mais c'est très important de lire toutes les semaines
les grands hebdomadaires juridiques pour voir en fait quelle est l'actualité jurisprudentielle et est-ce qu'elle a un rapport avec votre thèse. Parce que si elle a un rapport avec votre thèse, croyez-moi que vous avez, alors je ne peux pas vous donner des probabilités dans l'abstrait, mais vous avez une très haute probabilité pour que lorsque vous allez être recruté, on vous pose des questions sur l'actualité juridique, ce qui est logique. Et savoir en fait en quoi votre thèse, elle aide à traiter des problèmes d'actualité juridique. Ce qui est compréhensible. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre dans votre thèse des vieux arrêts ou qu'il ne faut pas avoir de considération d'histoire du droit. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut veiller à garder un équilibre. Donc à montrer que ça fonctionne bien pour le passé, mais que ça fonctionne bien aussi pour le présent et que peut-être que ça fonctionnera bien aussi pour le futur, bien entendu. Donc je résume sur le fond. 3 éléments très importants, je vous avais dit que c'est ceux sur lesquels j'avais passé le plus de temps. Il faut un apport, il faut un enjeu et il faut une bonne base d'exemple ou de cas. Un apport, un enjeu, une bonne base d'exemple ou de cas. Donc maintenant, voyons sur la forme, je serai beaucoup plus rapide. Sur la forme, encore 3 éléments. Qui, à mon sens, permettent de confirmer la première bonne impression qu'on peut avoir si on s'aperçoit que vous soutenez une thèse, qu'il y a un enjeu pratique et que ça s'applique effectivement à des cas très précis et donc on comprend le lien entre la théorie et la pratique. Donc 3 autres éléments, mais cette fois qui portent sur la forme. Donc si je continue dans l'ordre, c'est le 4e élément, puisque je vous ai déjà donné 3 éléments. Donc 4e élément, cette fois qu'il y a un élément formel. Qu'est-ce que c'est qui est apprécié dans la thèse? C'est un appareil scientifique bien exploité. Alors, qu'est-ce que j'entends par bien exploité? Bien exploité, ça signifie qu'il ne suffit pas d'avoir une bibliographie complète. C'est-à-dire qu'on va mesurer l'intérêt de votre bibliographie à la manière dont vous l'utilisez dans les notes de bas de page. Autour de 2 items, 2 points. Le premier point, c'est est-ce que le candidat, la candidate, fait un bon usage des références dans le raisonnement? C'est-à-dire que par exemple, prenons un exemple, si vous avez un article qui opère toute une démonstration avec laquelle vous êtes d'accord, et je dis bien avec laquelle vous êtes d'accord, et que vous êtes d'accord avec tous les arguments, inutile de tous les reprendre dans la thèse et les exposer. Vous faites 2 lignes, vous dites qu'un tel, il a dit ceci, qu'il expose 2 arguments, et que vous vous ralliez à ces arguments, vous faites une note de bas de page et c'est terminé. Donc, vous utilisez la référence de manière intelligente, c'est-à-dire comme un raccourci dans la démonstration. Ça vous permet de gagner de la place dans votre thèse. Et n'oubliez pas, une thèse qui est synthétique et qui est condensée, c'est une thèse qui sera lue en entier. Si vous voulez être lu en entier, il faut être synthétique. Deuxième item, deuxième point, le choix d'exemples pertinents. Donc là, ça rejoint, on est à la limite entre la forme et le fond, mais ça rejoint ce que je vous disais il y a quelques instants. C'est-à-dire que dans les notes de bas de page, on va regarder quel type d'arrêt vous citez. Quel type de références? Est-ce que ce sont des références d'actualité? Est-ce que ce sont des références qui sont bien en lien avec le sujet? Est-ce que ce sont des références qui sont bien en lien avec la démonstration? Et surtout, est-ce que les références sont précises? Combien de fois dans les tests, qu'est-ce que je vois? Je vois en fait citer un article, mais on n'a pas le numéro de paragraphe, on n'a pas le numéro de la page, donc on cite l'article en fait en général. Enfin bon, dans ce cas-là, autant le laisser dans la bibliographie. Quand je vais lire la bibliographie, je vais lire voir l'article lié. Mais c'est-à-dire comment vous utilisez dans cette partie de la démonstration de votre thèse, comment vous utilisez précisément cette référence, à quoi vous faites référence dans la référence, hein. Si j'essaie d'être précis, j'essaie d'être clair. C'est-à-dire, quel est l'élément que vous exploitez dans la référence et comment elle s'intègre dans votre démonstration. Alors, si vous comprenez cela, ça vous donne en fait encore une fois de plus une antithèse, c'est-à-dire ce qu'il ne faut pas faire. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Premièrement, et ça je vous assure que c'est de plus en plus fréquent grâce au développement de l'informatique, c'est l'abus de référence.
Donc vous avez des notes de bas de page qui sont surdéveloppées, où on cite par exemple 10 références, 15 références dans une note de bas de page. Et dans ce cas-là, posez-vous la question, si vous citez dans une seule note de bas de page 15 thèses ou 15 articles ou 15 arrêts, est-ce que ce n'est pas plutôt la fonction de la bibliographie? C'est-à-dire que là, vous êtes en train en fait, de tout citer en bloc. Alors peut-être que sur une note de bas de page en particulier, il faudra mettre les 15, mais si ça se répète dans toute la thèse, c'est que manifestement, il y a un problème. Il y a un problème de précision, en fait, dans la citation, il y a un problème de précision dans l'usage des références. Je veux dire, dans l'idéal, je dis bien dans l'idéal, je ne dis pas que ça doit tout le temps être respecté, mais dans l'idéal, normalement, sur une référence, il y a une référence. Enfin, sur une note de bas de page, il y a une seule référence. 2 ou 3 maximum. Mais au-delà, ça paraît difficile sur une seule idée d'exploiter 3 ou 4 références. Alors, sauf si vous dites, il y a tel auteur, tel auteur, tel auteur, tel auteur, tel auteur qui est d'accord avec moi. Donc là, effectivement, vous allez faire un chapelet de références. Bon. Mais ça va arriver qu'une fois. Ça ne va pas se réitérer, en fait, sur toutes les références. Deuxième antithèse qu'il ne faut pas faire, c'est l'abus de... Alors ça, c'est l'inverse, c'est l'abus de citation dans le texte. C'est-à-dire que, justement, au lieu d'utiliser les notes de bas de page, vous citez les auteurs dans le texte. Alors, pourquoi c'est dangereux? Parce que ce qu'on veut lire, ce ne sont pas les auteurs, c'est vous. Donc, sauf s'il y a un auteur, ou un arrêt, bien entendu, qui dit une phrase qui est centrale dans votre démonstration, et que vous allez la commenter sur 4 ou 5 pages, bien sûr, vous la citez dans le texte. Mais quand je vous dis de ne pas citer dans le texte, c'est l'abus de citation. C'est-à-dire que j'ai une thèse, par exemple, dans mon bureau, en 2 volumes, et on comprend pourquoi elle est en 2 volumes, où sur des pages et des pages, le candidat, il cite des auteurs pour montrer en fait que les auteurs vont dans son sens. Mais non, vous mettez des notes de bas de page, vous ne les mettez pas dans le cœur du texte. Moi, tous les longs passages de citation d'autres personnes, je les saute, puisque ce n'est pas le candidat qui parle. Il fait parler d'autres auteurs. Moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que le candidat soutient? Qu'est-ce qu'il pense, lui? Donc, quelle est son analyse? Donc, d'où mon conseil numéro 5, c'est de se concentrer pour chaque partie de la thèse, enfin chaque partie, c'est-à-dire chaque paragraphe de la thèse, pas les grandes parties, mais pour chaque paragraphe de la thèse ou chaque section de la thèse, de se concentrer sur des références centrales, donc de déterminer quelle est la référence centrale de ce paragraphe, de cette section, de ce chapitre. Donc, classez vos références. Dites-vous, il y a les références 3 étoiles, incontournables, les références 2 étoiles qui sont importantes, et les références 1 étoile dont on peut se dispenser. Quelles sont vos références 3 étoiles? Quelles sont celles qui constituent la structure et le nerf de votre développement? C'est celles que vous allez bien exploiter. Et donc, toujours, vous voyez, cette idée, proposition théorique, application pratique, et le lien entre les deux qui sont les références. Donc, comment la référence, elle aide à traiter à la fois la théorie et la pratique. Donc, comment ça fait le lien entre tous les éléments et donc créer quelque chose d'harmonieux. 5e élément, on est toujours sur la forme. Il faut une écriture, bien entendu, claire et concise. Donc là aussi, je serai très rapide parce que je l'ai déjà dit par ailleurs. Je vais vous citer Victor Hugo, je le cite très souvent. La forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Et je cite également une autre phrase qui m'est chère, mais dont j'ai oublié l'auteur. C'est qu'il faut être intelligible avant d'être intelligent. Donc d'abord se faire comprendre, et puis après on verra effectivement si vous êtes novateur. Donc être synthétique, faire court pour bien être compris. Donc mon conseil numéro 6, c'est aller droit au but. Éviter les circonvolutions littéraires, le fait de tourner autour du pot. Privilégier un exposé analytique. Dites, voilà, on va soutenir, l'objet de ce chapitre, c'est de soutenir ceci, il existe un problème pour telle raison, on se fondera sur tel exemple. Donc, annoncer d'entrée la couleur. Expliquer, en fait, d'où vous partez, où est-ce que vous allez aller. Il faut qu'on comprenne ce que vous faites. Donc, allez droit au but. Vous n'écrivez pas un roman. La thèse, elle vaut par une thèse dans un domaine
quelconque, même en littérature, c'est une analyse en fait de nature scientifique, même dans la littérature. Alors bien sûr, on atteint une certaine qualité de plume, mais comme le disait en fait mon directeur de thèse, souvent je lui disais mais j'ai l'impression de me répéter, je voudrais trouver des synonymes. Il m'a dit mais non, vous n'avez pas à trouver des synonymes. Je veux dire, si c'est le terme exact pour le concept, vous le répétez. Voilà, donc ne privilégiez pas la recherche d'un effet littéraire au détriment de propositions solides sur le fond. Troisième élément et sixième élément, enfin troisième élément de la forme et sixième élément dans l'ordre général du discours, n'oubliez pas de faire un plan qui donne de vrais repères. C'est-à-dire qu'il soit à la fois explicite sur ce qu'il traite, et donc sans mystère. C'est-à-dire qu'on doit savoir de quoi on parle dans chacune des parties du plan. Donc indiquez la matière dont vous traitez. Indiquez si vous traitez de la jurisprudence, indiquez si vous traitez de tel ou tel problème. Alors, ne faites pas forcément ce qu'on appelle un plan d'idées, mais il faut que l'étiquette corresponde au contenu. Alors, pour cela, j'ai un conseil, qui est le septième et dernier conseil à vous donner, c'est de faire lire le plan à un ami qui ne connaît pas votre thèse. Parce qu'un plan, on peut le lire même, ça se lit en 1 ou 2 minutes. Donc vous lui donnez le plan, vous lui faites lire. Bon, après, il faudra que vous ayez beaucoup d'amis, puisqu'il faut des amis chaque fois naïfs. Donc pensez à vous faire des amis, pour la circonstance. Et vous lui posez la question, vous lui dites, bon voilà, tu as lu mon plan, qu'est-ce que tu as compris, qu'est-ce que je défends? Et de quoi je vais traiter? S'il hésite, si vous voyez en fait qu'il ne sait pas, ne dites pas que c'est de sa faute, mais dites-vous que c'est plutôt la faute de votre plan. Donc cherchez le plan qui fait que vous allez être compris par sa seule lecture. Qu'on comprend au moins ce dont vous allez traiter, la direction que vous prenez. Alors c'est pas toujours facile d'obtenir cela, mais justement c'est un exercice, c'est pour ça que c'est un conseil que je vous donne, on n'y arrive pas du premier coup, mais il faut s'entraîner. Donc essayez de soumettre votre plan au fur et à mesure à des lecteurs naïfs. Alors après bien sûr il ne faut pas en abuser, sinon vous allez perdre vos amis. Et à chaque fois que je le vois, lui il me parle du plan de sa thèse. Bon, donc... Et puis vous ne pouvez pas le faire avec tous vos amis, il faut aussi des personnes qui soient bien entendu à minima informées, vous pouvez pas de... Encore que, moi j'ai essayé pour mon propre sommaire de thèse à le faire lire également à des personnes qui n'étaient pas juristes, des personnes qui faisaient de la philosophie notamment, pour voir si elles comprenaient à peu près ce que pouvait être la démonstration, même si elles ne pouvaient pas comprendre le détail, bien entendu, juridique de l'analyse. Donc voilà, nous arrivons à la fin de cette conférence, et j'aimerais pour conclure faire une assez longue synthèse sur le résumé de la thèse. C'est-à-dire ce qu'on appelle le 4e de couverture, donc vous savez, dans l'exemplaire de votre thèse, ce qui est derrière, le fameux résumé qu'on écrit normalement en français et en anglais de la thèse. Alors en général, ce résumé, on le néglige tout le temps. Pourquoi? Parce que, déjà on a écrit tout ce chapitre de thèse. On a surmonté la montagne de l'introduction. Quand on arrive à la conclusion, en général on est à bout de souffle. On termine de manière héroïque la conclusion pour être dans les temps du rapport, et puis on a le résumé de la thèse. Alors on n'en peut plus, il faut griffonner quelque chose, l'école doctorale nous demande de remplir la fiche, et donc voilà, alors on n'a plus de jus, on est au bout du rouleau, on met quelque chose pour remplir la forme. Là, le problème c'est que ça va être publié sur thèse.fr, ça va vous suivre toute votre vie, et c'est la première impression qu'on aura de votre thèse. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Donc, j'allais dire tout ça pour ça. Si vous avez fait une bonne thèse, une bonne introduction, une bonne conclusion, passez 48 heures à la montagne, reposez-vous. Et consacrez un temps important dans votre planning, prévoyez-le. Ça peut prendre, vous savez, ça peut prendre très longtemps. Mais j'ai rédigé le que sais-je en droit civil. L'introduction, elle fait 4 pages. J'ai mis 1 semaine pour l'écrire. 1 semaine. Parce que j'arrêtais pas de la remodifier, etc. Parce que je voulais dire le maximum dans l'espace le plus court. C'est le but. Donc on lit toute l'introduction, qu'on comprenne tout dès l'introduction. Donc ça peut prendre énormément de temps. Donc ne vous dites pas que vous allez... Ah mais il n'y a que 10 lignes à rédiger, donc 10 lignes, je vais le faire en 10 minutes. Non. Même 10 heures, c'est pas assez. Moi je vous dirais, 10 lignes, c'est 10 jours.
Parce que ce qu'il faut faire, c'est vraiment un petit bijou. Et quand on va lire la quatrième, il faut, enfin, si vous voulez, l'idéal, ce serait qu'en lisant le résumé de la thèse, le quatrième de couverture, on ait tout compris et on ait envie de lire la thèse. C'est votre vitrine. La vérité, c'est ça, c'est votre vitrine. Il faut donner envie d'entrer dans la thèse, de l'ouvrir. Donc c'est votre vitrine. Alors, je retourne au fameux test de l'ascenseur. Imaginez, alors non pas l'ascenseur de la terreur, qui reste bloqué, non, pas dans des hypothèses comme ça, mais imaginez qu'en plus du temps de l'ascenseur, vous avez le temps de l'attente de l'ascenseur. Donc vous attendez l'ascenseur avec une personne, donc vous avez le temps du voyage et le temps qui précède le voyage. Donc ça vous laisse plus de 20 secondes pour expliquer votre thèse. Mais ça correspond au quatrième de couverture. Donc ça correspond au quatrième de couverture, et donc vous devez présenter un résumé de votre thèse. Alors non pas en 20 secondes, mais on va dire en 90 secondes, ou 120 secondes, donc en 2 minutes. Alors je ne vous parle pas là de ma thèse en 180 secondes, hein, qui est en fait un exercice plus de rhétorique et de vulgarisation. Là je vous parle de ma thèse en 180 secondes pour un public averti, pas pour le grand public, donc pour des spécialistes. Donc qu'est-ce que vous devez mettre dans le résumé pour parler de votre thèse en, allez, on va dire au maximum en 180 secondes. Donc le temps d'un voyage dans l'ascenseur et de l'attente devant l'ascenseur. 3 éléments à mon sens. Le sujet et le thème de la thèse, c'est évident. L'apport de la thèse, c'est-à-dire quelle est l'idée centrale défendue par la thèse. Donc il va falloir essayer de résumer sa thèse en une seule phrase. Et bien entendu, troisième et dernier élément dans le résumé, l'enjeu de la thèse, c'est-à-dire pourquoi est-ce que c'est intéressant. Donc c'est la synthèse des 3 éléments que je vous ai présentés dans la première partie. Pourquoi votre thèse est intéressante? Quels sont les exemples centraux? Quels sont les problèmes résolus? Alors j'ai essayé de faire l'exercice, et je vais conclure avec ça, avec les 3 thèses que je vous citais, les 3 exemples de thèses que je vous citais au début. Donc prenons par exemple, si on devait présenter, alors non pas le quatrième de couverture, ça vaut aussi pour l'oral. Quand vous allez présenter votre thèse dans un comité de recrutement, vous avez 5 minutes de temps de parole. Donc vous avez 5 minutes de temps de parole, et dans ces 5 minutes, il va falloir que vous expliquiez qui vous êtes, de quelle université vous venez, quels sont vos travaux de recherche, et que vous résumiez votre thèse. Donc vous n'avez pas 5 minutes pour parler de votre thèse, vous avez 3 minutes en réalité. Et dans les 2 autres minutes, vous allez parler de vous, de votre université. Donc c'est vraiment l'exercice également pour le recrutement, c'est-à-dire quand on va vous donner la parole, et c'est la même chose d'ailleurs pour l'agrégation des facultés de droit. Pour le concours actuel, le temps de parole est de 7 minutes pour l'intégralité de vos travaux. Vous voyez qu'on est à peu près, grosso modo, dans les mêmes temps de parole. Donc il faut être clair, net, précis, aller droit au but. Alors, admettons que je doive présenter la thèse de Christian Mouly, je dirais la chose suivante. La thèse porte sur les causes d'extinction du cautionnement. Donc là, c'est le sujet et le thème. Ensuite, deuxième élément, l'apport de la thèse. Alors bien sûr, vous ne dites pas ça, mais là, je vous décompose pour que vous compreniez. Donc, la thèse porte sur les causes d'extinction du cautionnement. En effet, il existe un cas difficile qui est celui de la transmission aux héritiers. Est-ce qu'ils héritent du cautionnement, parce que c'est un contrat, ou bien est-ce que la transmission est impossible aux héritiers parce que le cautionnement s'éteint par le décès de la caution? La thèse propose de distinguer entre l'obligation de couverture qui s'éteint et l'obligation de règlement qui se transmet. Les dettes avant le décès doivent être payées par les héritiers. En revanche, les dettes nées après le décès ne sont plus couvertes car l'obligation de couverture est éteinte. Donc, on a dit quel était le sujet, on a expliqué quel était l'apport de la thèse et on a terminé par l'enjeu. Deuxième exemple, la thèse d'Éric Szabó sur la théorie générale du contrat, mythe ou réalité. La thèse porte sur la théorie générale du contrat en tant que construction doctrinale. En effet, la construction doctrinale est souvent confondue avec le droit commun du contrat qui regroupe l'ensemble des règles de droit positif applicables au contrat. La thèse propose de distinguer clairement ces 2 niveaux d'analyse. L'intérêt de cette approche est de cerner la différence entre une activité doctrinale de synthèse des solutions et une activité doctrinale spéculative de recherche des fondements du contrat. C'est la distinction entre la théorie et la pratique.
Vu la tête que vous faites, j'ai l'impression que vous avez compris. Troisième exemple, donc, les combinaisons de droits réels. La thèse porte sur la combinaison des droits réels, spécialement sur les indivisions et les démembrements en matière immobilière. En effet, ce phénomène est peu étudié en lui-même. La thèse propose de classer les cas de combinaison selon l'existence ou l'absence de hiérarchie. L'enjeu de la thèse est d'apporter des solutions aux conflits de pouvoir. Alors que la combinaison hiérarchique donne priorité à un droit, par exemple l'usufruit prime l'indivision en cas de combinaison, les combinaisons non hiérarchiques se règlent par délimitation de l'objet des droits. Par exemple, les servitudes en copropriété ne peuvent porter qu'entre des parties privatives. Alors vous allez me dire, et si l'ascenseur n'arrive jamais? Ben, tant mieux, vous avez le temps de développer. Vous allez développer des exemples, vous allez expliquer plus profondément les exemples, vous allez expliquer qui est d'accord avec vous, qui n'est pas d'accord avec vous, donc vous êtes en train en réalité de soutenir votre thèse. Et finalement, la soutenance de thèse, c'est ça, c'est un ascenseur qui n'arrive jamais. Mais il y a quand même une fin à la soutenance de thèse. Donc vous l'avez compris, l'objectif essentiel de la présentation de votre thèse, là que je ne parle pas en fait, bien entendu, là je ne parle pas de la recherche à proprement parler, qui relève de votre directeur, de votre propre ingénierie intellectuelle, etc. Mais là, vraiment l'organisation et la présentation de vos données, l'objectif c'est de susciter l'intérêt et la curiosité du lecteur. En un seul mot, il faut donner envie de vous lire pour qu'on puisse rentrer dans votre thèse. Donc pas de fausses promesses et affichez directement où est-ce que vous voulez en venir. Et je pense que si vous appliquez tous ces conseils, si vous êtes attentif à tous ces éléments, vous allez éliminer une grande part de frustration possible chez votre lecteur. En tout cas, moi, déjà, si vous respectez tout cela, j'aurais envie de lire votre thèse et vous m'aurez déjà convaincu, j'aurais compris l'intérêt. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur la question « Qu'est-ce qu'une bonne thèse ?» pour la soutenance, la qualification, le recrutement ou le prix de thèse. Et nous allons bien entendu, comme promis, passer aux questions en coupant la caméra pour vous prouver que ce n'est pas enregistré et que donc en conséquence vous avez une totale liberté de parole.